Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des smartphones et plus précisément de l'histoire des smartphones. Parce que beaucoup de gens pensent que les smartphones ont commencé avec le premier iPhone en 2007, alors qu'au final ça date de bien avant les tout premiers smartphones, ça date plus ou moins de 2001. Alors qu'est-ce qu'un smartphone en plus ou moins? Alors un smartphone en fait, la qualification, la définition du smartphone, vous pouvez regarder sur Wikipédia et vous verrez que, même sur Wikipédia en anglais, vous verrez qu'elle n'est pas très précise. Personnellement, je pense qu'un smartphone, c'est tout simplement un téléphone dans lequel on peut installer des applications qui tournent à une vitesse plus ou moins convenable, c'est-à-dire des applications natives notamment, pas forcément natives, mais en tout cas quelque chose qui est optimisé et non pas forcément que des applications Java. Je pense que les téléphones qui font que les applications Java, si vous êtes assez ancien dans le monde du téléphone pour connaître ça, et bien en gros c'est parce qu'on pouvait installer des jeux, des applications, des trucs comme ça dans des téléphones qui n'étaient pas des smartphones, et ça fonctionnait de manière très peu optimale, très peu intégrée avec le reste du système, enfin même pas du tout intégrée, hein. C'est-à-dire qu'en gros cette application tournait tellement séparément du reste du système d'exploitation qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Genre par exemple, on pouvait pas tout simplement ouvrir un programme, ça ouvre automatiquement un autre, ou ce genre de truc. Enfin, il n'y avait pas de lien entre les deux. Vous savez, sous Android, par exemple, vous cliquez vous allez dans un navigateur internet, par exemple, et vous pouvez ça fait automatiquement popper d'autres programmes. Ça, c'est assez impressionnant. Et dans les premiers smartphones, eh bien, d'autres applications pouvaient par exemple faire popper le navigateur internet, par exemple. Ce qu'on peut aussi faire sur les smartphones actuels. Eh bien, ça, sur des téléphones qui font que le Java, vous avez par exemple Opera Mini, par exemple, que vous installez dedans. Eh bien, si vous allez dans une application et que vous cliquez sur un lien, ça ouvrira seulement le navigateur par défaut. Ça n'ouvrira pas Opera Mini, ce genre de truc. Donc c'est très peu intégré, c'est très peu optimisé, c'est très moche, en fait, c'est très mal fait. Donc ça, pour ma formation, je mets ça de côté, j'appelle pas ça un smartphone. Pour moi, un smartphone, donc, c'est un téléphone qui fait autre chose que téléphone, qui est capable de faire d'évoluer avec son utilisation, c'est-à-dire qu'en gros, on peut installer des applications, des trucs comme ça, etc. On a un navigateur internet à peu près convaincant et de préférence le Wi-Fi intégré au truc pour ne pas avoir à utiliser son antenne, enfin bon voilà, pour s'en servir autrement comme téléphone et autrement que par les réseaux téléphoniques, et etc. Avoir un minimum de lecture multimédia possible, ce genre de choses. Et donc ça fait plus ou moins un smartphone parce que c'est plus ou moins un système multimédia portatif ou professionnel, etc. avec des fonctions PDA, vous savez, organiseur, des contacts, etc., envoi d'email, ce genre de trucs, intégrés directement dans un téléphone, donc beaucoup plus qu'un téléphone. Et bien ces trucs-là, pour information d'ailleurs, même l'iPhone première génération, c'est-à-dire l'iPhone qui a été renommé plus ou moins après la sortie de l'iPhone 3G, l'iPhone 2G entre guillemets, ou l'iPhone Edge, c'est-à-dire le premier iPhone, ne peut pas être considéré avant la version d'iPhone OS, qui s'appelait iPhone OS avant de s'appeler iOS. Eh bien, avant iPhone OS 2.0, il n'y avait même pas la capacité de pouvoir installer des applications supplémentaires dans le truc. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait que les trucs d'origine, c'est-à-dire un client mail, un navigateur internet, un truc multimédia, etc. Mais on ne pouvait pas installer de programme. Et oui, les applications de l'iPhone, le fameux App Store, etc., ne faisaient pas partie du début de l'iPhone. Et c'est là où on voit que on a tendance en voyant les choses enfin, vous savez, à recul, etc., à garder que les meilleures choses, parce que on a tendance à avoir oublié que l'App Store n'existait pas dans le premier iPhone. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo donc là-dessus. Le premier iPhone, celui qui faisait que la 2G, il me semble qu'il est même pas sorti chez nous. En tout cas, s'il est sorti chez nous, il est sorti après la sortie d'iPhone OS 2.0. Donc du coup, on n'a jamais connu cette époque de la loose du début de l'iPhone, enfin qui était quand même un truc révolutionnaire et tout ça, etc. Mais il n'était même pas capable de faire ce que permettaient les smartphones précédents avant l'iPhone. Donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire on avait un navigateur internet par défaut, on avait quelques applications installées par défaut, mais on n'avait même pas de quoi télécharger des applications supplémentaires, alors que même un basique téléphone qui était même pas un smartphone permettait d'installer des applications Java. Donc tous les possesseurs de BlackBerry étaient en train de se moquer, etc. Bon, c'était pas très sympa, mais c'est vrai que dans un sens, il y avait des gros manques au début. Alors remontons plus ou moins en 2001, à l'époque où les premiers smartphones commençaient à avoir un certain niveau de popularité, bien entendu pas le niveau de popularité des smartphones qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas suffisant pour dire qu'ils étaient présents, qu'ils existaient tout simplement. Eh bien, il y avait trois
compétiteurs en gros dans ce domaine. Il y avait Symbian ou Symbian, non ça risque pas de se prononcer comme ça, même en français, même pour un français qui a vraiment envie de déformer tous les mots, je pense pas que quelqu'un s'amuse à prononcer ça Symbian. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc il y avait donc Symbian, donc le premier système, c'est pas le premier en historique, mais je veux dire c'est le premier en termes de connaissances. Beaucoup de gens se rappellent de Symbian, etc., etc. Ensuite, il y avait un autre truc, bah, c'était BlackBerry, hein, le BlackBerry OS, ça tout le monde s'en souvient. BlackBerry, c'était plus ou moins aussi l'un des premiers trucs qui pouvaient se qualifié de smartphone. Et ensuite il y avait le fameux Windows Mobile, vraiment, enfin Windows CE, vous savez, le fameux Windows Caca Edition, le Windows Craignos Edition, le Calamité Edition, Catastrophe Edition, tout ce que vous voulez. En tout cas, le truc que Microsoft avait à nous proposer pour essayer de, comment dire, d'inventer cette niche qui est le smartphone, mais en losant complètement le truc, parce que sincèrement c'était une catastrophe, mais c'était aussi le plus complet des trois. Alors donc commençons par le premier, donc Symbian. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est en gros votre téléphone, vous savez, quand vous avez un téléphone non smartphone entre guillemets, eh bien très souvent il ressemble comme deux gouttes d'eau à un téléphone Symbian, tout simplement. En gros, l'idée, c'est que vous avez un téléphone comme ça, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, avec des icônes sur l'écran, souvent par deux colonnes de 3, par exemple. Vous naviguez avec une petite croix, etc. Vous avez un bouton d'un côté, un bouton de l'autre, etc., etc. Et ce qui les différencie des téléphones normaux, c'est tout simplement qu'ils ont ajouté quelques petites fonctions supplémentaires, notamment un navigateur internet compétent par défaut, et ce dès 2001, parce que même des téléphones non smartphones avaient un navigateur compétent comme celui-là, par exemple, à partir de 2006, des trucs comme ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, un navigateur internet vaguement compétent, mais pas le genre de navigateur comme il y a eu à partir de l'iPhone. C'est-à-dire pas le genre de truc où vous avez la page complète, où vous pouvez zoomer, dézoomer, etc., etc. Non, le genre de truc qui reformate la page d'une certaine façon, que ça apparaisse en une très longue colonne, au lieu d'avoir une très grande page dans laquelle c'est très difficile de naviguer, etc., etc. Ça, c'est le genre de truc qui était pas à la mode, parce que, tout simplement, c'était pas praticable, quoi. Il y avait pas encore les écrans tactiles, même si ça existait, hein, mais je veux dire, sur ce genre de truc, ils pensaient que c'était pas une bonne idée d'avoir un écran tactile, donc du coup, ils ont préféré nous étirer le site internet en une seule colonne, ce qui faisait que, par exemple, si t'as un site internet en plusieurs colonnes, on commençait par la première colonne avec toutes les rubriques, etc., qui apparaissaient en premier, puis ensuite le contenu de la page, puis ensuite toute une longue colonne qui pouvait être une autre colonne de l'autre côté de la page, par exemple une colonne de pub, donc on s'en fout un petit peu, ou ce genre de truc. Eh bien, vous voyez un petit peu, c'était formaté un peu n'importe comment. Un truc qui m'impressionne d'ailleurs, c'est que ce genre de téléphone arrive à formater encore de manière vaguement compétente les pages internet actuelles. Contrairement aux téléphones, smartphones d'autres catégories. Les BlackBerry, ça va encore, mais les Windows Mobile, ainsi que le tout premier iPhone, si on le met pas à jour, qu'on reste sur iPhone OS 1 par exemple, enfin 1.1, ce genre de truc, eh bien vous verrez que les pages internet dedans, elles fonctionnent très très mal. D'ailleurs, le navigateur internet avait tendance à cracher dedans, même à l'époque, hein. Donc en gros, l'idée, c'était qu'on avait un navigateur internet, un truc pour les emails, ce genre de truc, etc. C'était assez complet. Et par-dessus, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, ces Symbian? Eh bien, tout simplement, ils ont mis la capacité de pouvoir créer des applications natives, qui fonctionneront donc que sur Symbian et les téléphones compatibles avec le même type de processeur, etc., et qui utiliseraient aussi Symbian. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Il faut garder un environnement plus ou moins identique, car ce sont des programmes compilés et non pas des programmes interprétés, comme les programmes Java, ou comme l'interpréteur lui-même est compilé et compile ensuite à la volée les programmes que vous voulez exécuter. Eh bien, le truc, c'est que vous vous retrouvez avec un programme qui peut fonctionner sur un processeur complètement différent d'un autre, genre par exemple un processeur ARM ou un processeur MIPS, ce genre de truc. Vous voyez, deux types de processeurs qui fonctionnent en interne complètement différemment. Eh bien, le problème avec Symbian, donc, c'était que ça fonctionnait que sur le type de processeur sur lequel, on pouvait monter une architecture standardisée, quoi, et donc du coup ça limitait les choix par rapport au constructeur, et donc il y avait que quelques téléphones qui fonctionnaient avec ce système d'exploitation, même si au fur et à mesure du temps, ça a fini par devenir très populaire comme système, et jusqu'à l'arrivée de l'iPhone, plus ou moins.
Et donc, et puis le BlackBerry aussi a tendance à avoir eu beaucoup plus de succès chez les professionnels, parce que c'était mieux intégré, c'était plus facile d'utilisation, le principe d'avoir un clavier QWERTY ou AZERTY complet, ça avait tendance aussi à avoir un accueil plus favorable que d'utiliser pour taper tout un roman, un petit truc avec seulement 3 colonnes de touches. Enfin bon, vous voyez un petit peu l'idée, quoi, le genre de clavier avec seulement des numéros. Eh bien, c'était un petit peu la loose. Donc ensuite, donc il y avait BlackBerry, donc je vous en ai parlé un petit peu. Alors lui, c'est lui qui ressemble le plus à l'iPhone avant que l'iPhone sorte, tout simplement parce que, eh bien, il y avait toutes ces icônes, etc., toute cette intégration qui commençait à se faire. C'était vraiment un système qui, à partir de BlackBerry OS 3 ou ce genre de truc, commençait vraiment à avoir son empreinte sur le truc. Faut savoir d'ailleurs qu'en 2005, Android a été, enfin, la petite entreprise qui faisait Android, tout simplement, a été rachetée par Google. Et c'était quoi leur but à l'origine? C'était de faire un clone open source, libre, compagnie, etc. de BlackBerry OS et non pas du système d'exploitation de l'iPhone. Donc à l'origine, qu'est-ce qu'ils copiaient chez Android? Enfin, copier entre guillemets, qu'est-ce qu'ils essayaient de s'inspirer grandement, enfin bon, copier tout simplement, eh bien c'était BlackBerry OS. Et franchement, quand on voit les premiers prototypes d'iPhone qu'il y a eu, eh bien ils avaient une forme de BlackBerry plus ou moins, et ils avaient un système d'exploitation avec, enfin qui ressemblait beaucoup à un BlackBerry tout simplement, mais vraiment beaucoup, et avec des contrôles quasiment identiques à celui du BlackBerry. D'ailleurs, les tout premiers Android qui sont réellement sortis sur le marché après la sortie de l'iPhone avaient une interface tactile, etc., mais continuaient à garder ces artefacts de l'ère copitage de BlackBerry, parce qu'ils avaient encore cette trackball pour se déplacer, ainsi qu'un clavier complet QWERTY, alors que l'iPhone avait bien entendu viré tous ces trucs-là et l'avait pas forcément rendu obsolète, parce que à l'époque, les gens, faut quand même se rappeler un truc, c'est que ils critiquaient l'iPhone pour le manque de clavier complet. On a tendance à trouver ça ridicule de nos jours, mais c'était bien ce que disaient les critiques, hein. Les critiques étaient unanimes dessus. C'est pas aussi simple de taper sur un écran tactile, et encore de nos jours, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, même si les écrans tactiles ont beaucoup progressé, les écrans tactiles capacitifs, depuis l'iPhone, ainsi que les claviers virtuels ont beaucoup progressé aussi, en ajoutant plein de systèmes de correction à la volée qui existaient déjà dès le premier iPhone, mais qui se sont perfectionnés et sont devenus beaucoup moins mauvais, parce qu'il faut quand même se dire un truc, c'est que la correction automatique de l'iPhone, elle est très contraignante. Elle a tendance à corriger même quand on n'a pas envie qu'elle corrige. Et ça, c'est le genre de trucs, et bien comme je le disais, qui ont été corrigés petit à petit sur Android, etc. Et bientôt sur iOS 8, les gens qui ont un iPhone pourront enfin profiter de toutes ces améliorations qui ont été faites depuis des années et des années sur Android. Faut dire qu'ils ont attendu un bon moment. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire à propos de ça? Parce que vous allez voir qu'il y a un thème dans cette vidéo, c'est comparaison avec l'iPhone, parce que bien entendu, c'est que dans cette vidéo, j'ai envie de faire une sorte de "Eh non, l'iPhone n'est pas le premier smartphone", parce que c'est complètement faux et c'est complètement débile. Et donc où est-ce que j'en étais? Donc oui, et donc le troisième compétiteur, c'est celui qui est le plus complet, c'est celui-là qui pouvait proposer le plus, c'est celui-là qui avait le plus de promesses, c'est celui-là qui permettait de faire vraiment des trucs tels qu'on peut faire encore de nos jours sur des smartphones. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait presque encore utiliser ce système d'exploitation, c'est Windows Mobile. Et le problème avec Windows Mobile, c'est qu'on pourrait presque, certes, encore l'utiliser, oh mais si ce n'était pas pour l'ergonomie complètement moisie, complètement nue, à s'en arracher les cheveux, une putain d'horreur qui était ce système d'exploitation, parce que mettre un menu démarrer sur un téléphone portable, c'était nul. Et le HTC Wallaby, qui était plus ou moins le premier, il me semble en tout cas, le premier Windows Mobile, c'est-à-dire l'ancêtre de Windows Phone, qu'il a fait, heureusement, ils ont complètement redesigné le système à partir de Windows Phone, parce que vraiment c'était nul. Vraiment, il fallait tout refaire. Une barre pas une barre de progression comme ça, une bulle en gros, pour se déplacer dans des grands menus ou dans une liste d'applications, ce genre de truc. Chez Microsoft, ils ont rien eu de mieux que de mettre une sorte de bulle que l'on doit gratter avec le doigt sur le coin de l'écran pour faire se déplacer le truc comme sous Windows avec la molette, etc. Sauf que là, c'est sans molette, donc c'est complètement débile, avec un stylet qu'il faut déplacer, etc. Parce que c'était aussi le seul système d'exploitation à l'époque, à partir de 2001, qui faisait le pari de l'interface tactile. Eh ben bon sang, ce pari, ils auraient mieux fait de se le garder, parce que c'était une grosse mauvaise idée, mais à un point pas possible.
Alors le HTC Wallaby, renommé aussi O2 XDA par je sais plus quoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, eh bien c'était tout simplement une version téléphone de ce genre de truc, c'est-à-dire ces espèces de PDA que vous voyez pas super bien, mais en tout cas cette espèce de truc qui fonctionnait sous Windows Mobile, qui était une catastrophe, et bon non, ça, à son époque ça allait, hein, mais bon fallait pas trop lui en demander non plus, c'était moins bien que les Palm, hein, faut quand même se rendre compte. Et c'est là où je vais vous dire un truc, c'est que il y a un autre concurrent qui n'a jamais donné vraiment dans le téléphone avant que l'iPhone lui-même sorte, c'est le Palm Pre ou ce genre de truc. C'était le premier téléphone fait par Palm qui ont fait donc ces espèces de téléphones donc qui ressemblent à des PDA quoi, tout simplement parce que Palm en gros à l'origine c'était une entreprise qui faisait des PDA tout simplement. Et comme je le disais, ils ont jamais vraiment sorti de téléphone avant que l'iPhone sorte, ou en tout cas avant que ce soit un peu trop tard pour dominer le marché. Et donc en gros l'idée c'est que eux aussi ils avaient ce système d'applications intégrées, etc. C'était peut-être même le meilleur système d'exploitation pour faire un smartphone avant l'heure. Problème, ils n'ont jamais fait de smartphone avant l'heure. Ils ont fait que des PDA, c'est-à-dire en gros des iPod Touch avant l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire un iPhone sans l'iPhone, si vous voyez. Et eux, ils étaient très très bien foutus, etc. par rapport à ce que pouvait proposer la concurrence. C'était plus avancé que ce qu'avait à proposer Symbian, parce que Symbian, c'est... Enfin voilà quoi, c'est juste une évolution d'un téléphone classique non smartphone. Ensuite BlackBerry, là c'était un peu le même genre mais en version très pro, etc. C'était vraiment la quintessence en gros de ce qui pouvait se faire comme téléphone de professionnel, un BlackBerry à l'époque. Mais c'était pas non plus ce qu'on peut appeler un smartphone comme on peut appeler aujourd'hui, avec une intégration parfaite, etc. Ce genre de truc. C'était pas un vrai système d'exploitation qui pouvait faire penser plus ou moins à un PC miniature avant l'heure, quoi, en gros. Ça a attendu un petit moment encore pour que ça se réalise du côté de chez BlackBerry. Et donc, le dernier truc, c'était Windows Mobile. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'interface, ils se sont complètement chiés. C'était le truc le moins pratique du monde. Le PDA de chez Palm aurait été, en ajoutant juste une fonction téléphone, une très bonne chose, à mon avis. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, donc on a, à la place, on a eu ce genre de version, c'est-à-dire le concurrent de Palm OS, en version téléphone, avec un horrible stylet à la con, voilà, quoi, qu'il fallait trimballer partout, parce que c'était un écran résistif pour des raisons de technique, hein. La technologie n'était pas encore ce qu'elle était à l'époque de la sortie de l'iPhone, donc du coup c'est normal, il n'y avait pas d'écran capacitif, mais ils auraient quand même pu faire en sorte que le système, parce que ça par exemple, ce truc il date de 2005, 2 ans avant la sortie de l'iPhone, donc c'était réalisable, l'écran tactile est extrêmement bon, c'est pas ce genre d'écran tactile résistif où il faut appuyer fort ou ce genre de truc, il fonctionne ultra bien au doigt, c'est un Dell Axim 50V, avec une bonne résolution d'ailleurs aussi. Si ce truc là faisait téléphone, ça aurait été l'iPhone avant l'heure plus ou moins, mais il aurait fallu que l'interface soit bien foutue, tout simplement parce que comme je le disais, l'interface tout simplement de Windows Mobile, elle est pourrie, c'est des tout petits machins qu'il faut cliquer avec le bout de l'ongle ou avec un stylet ou des trucs comme ça, une barre, enfin une bulle ou je sais pas quoi, enfin c'est nul. Et en plus de ça, le navigateur Internet Explorer, bien entendu, très bien connu pour sa grande capacité à satisfaire le client, hein, bien entendu, c'était une catastrophe, et c'était une catastrophe aussi là-dessus, et ça a très mal vieilli, parce que autant, comme je le disais, un navigateur qui peut y avoir d'installer dans Symbian, des trucs comme ça fonctionne à peu près bien, ça fonctionne tout à fait correctement, celui-là du BlackBerry fonctionne sûrement toujours aussi bien, mais ce Internet Explorer machin chose marche juste pas du tout. C'était vrai, enfin maintenant il fonctionne plus du tout. À l'époque il fonctionnait encore à peu près parce que on arrivait encore à convaincre les développeurs de sites web de développer pour Internet Explorer 6. Chose que maintenant on n'arrivera plus à faire avaler à qui que ce soit parce que c'était tellement foireux, tellement à des années-lumière en arrière de toutes les technologies web que franchement de nos jours plus personne va se casser la tête à faire ça, et ils préfèrent faire une version web et une version qui correspond tout simplement au standard web, une version pour téléphone et une version pour ordinateur de bureau. Et ce truc-là, vu qu'il se fait pas identifier comme un téléphone, parce qu'il avait la prétention d'essayer de faire comme un ordinateur de bureau, qu'est-ce qu'il se prend? Il se prend dans la gueule la version la plus évoluée, c'est-à-dire la version ordinateur de bureau, et ça ne marche vraiment juste pas du tout.
Ça marche vraiment plus du tout, hein, c'est juste n'importe quoi. Mais par contre, contrairement à n'importe quel autre téléphone de l'époque, on pouvait installer ce qu'on voulait, des émulateurs, on pouvait installer des jeux, bon, il n'y a pas eu beaucoup de développement là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, c'était un flop, mais sinon, on pouvait installer des navigateurs internet autre que celui-là par défaut, ce genre de truc, quoi. On pouvait remplacer toutes les applications par défaut, c'était quasiment Windows, puis c'était Windows CE tout simplement, et voilà, bon, ça c'est le genre de problème. Donc ensuite, on arrive enfin, parce que là on a fait le tour de tout ce qu'il y avait avant, et comme vous voyez, tout ce qu'il y avait avant n'était pas très convaincant. Malgré tout, comme vous le voyez, on était en train de converger petit à petit, si on faisait un mélange entre BlackBerry OS, Windows Mobile et Symbian, on mettait tout ensemble, on faisait un mix, et on s'amusait à essayer de faire quelque chose d'à peu près pensé pour l'écran tactile de manière un peu plus intelligente, ce qui était pas difficile parce que Symbian avec un écran tactile, ça fonctionne plutôt correctement, ce sont des grosses icônes, etc. Bon, ça fonctionne déjà mieux que Windows Mobile. Donc en gros, vous mettez tout ça dans un seul truc, et on aurait obtenu l'iPhone peut-être 2 ans après la sortie de l'iPhone, mais on y arrivait quand même, donc c'était pas une révolution pour ça l'iPhone. L'iPhone c'était une révolution parce que l'interface était bien pensée, parce que 2 ans avant tout le monde, voire peut-être plus, eh bien ils avaient réussi à mettre tous les ingrédients dans une seule machine pour réussir à obtenir tout ça, et avec un peu d'audace, en utilisant de nouvelles technologies que les autres constructeurs avaient pas encore vraiment pensé utiliser, comme l'écran capacitif, parce que le problème c'est qu'autrefois les gens ils pensaient que l'écran capacitif ça serait pire que l'écran résistif. Pourquoi? Parce que les écrans résistifs ils devenaient de plus en plus utilisables au doigt, mais surtout l'écran résistif il avait un truc génial, le stylet. Et le stylet c'était excellent parce que pixel par pixel, on peut dessiner des trucs de manière très précise, chose qui n'est pas possible avec un écran capacitif. L'écran capacitif, il sait plus ou moins où t'as appuyé, mais en gros, parce qu'il a besoin d'une pointe, entre guillemets, assez volumineuse qui est le doigt. Et franchement, il fallait refaire tous les programmes pour que ça fonctionne bien avec, et il fallait donc de l'audace pour dire, on prend le parti de réussir à faire une interface qui fonctionne avec ça, obliger tout le monde à refaire tous les programmes, obliger tout le monde à utiliser autre chose que les programmes Java qui étaient là avant, enlever tous les boutons, couper toute la compatibilité avec tous les smartphones et téléphones et autres qui existaient avant. Et c'est là où Apple a bien sorti son truc du jeu, parce qu'ils ont sorti en gros un téléphone qui avait réussi à changer l'interface telle qu'on l'aurait pensé d'un téléphone. Par contre, ils ont sorti plein de mythos, comme par exemple, je sais pas, comme quoi il était plus facile d'accès, etc., que d'autres téléphones, ou ce genre de trucs. Pour les fonctions avancées, certes, mais pour les fonctions de base, il y avait des gros manques, notamment impossibilité de faire des MMS, la 3G non disponible, des trucs qu'on comprend pas pourquoi ils les ont pas mis, parce que ça coûtait rien de les ajouter, ils ont prétexté parce que c'était à cause de la batterie. Ouais, c'est bien ça, ouais. Parce que une antenne 3G, on est sûr que ça consomme plus qu'une antenne 2G. Oui, bien entendu. Parce que pourtant, logiquement, vu que les transferts se font plus rapidement, logiquement, au final, on s'y retrouve et on consomme moins. Donc, enfin ça, c'est ce qu'on a pu remarquer petit à petit. Et donc, aussi un autre truc, la 3G, si on en a pas besoin, ça peut aussi se désactiver. Ça peut même se désactiver automatiquement quand l'écran est éteint, ou ce genre de truc. En gros, c'était vraiment juste pour revendre ensuite un deuxième iPhone qui fait la 3G plus tard. Ça se sentait très très bien. D'ailleurs, dès le début, dès la première sortie de l'iPhone, le fameux Steve Jobs, dans sa conférence, disait précisément qu'il y aurait plus tard une version 3G. Montrant plus ou moins que, au lieu de, ce qu'ils ont voulu faire, c'est sortir le plus vite possible une version 2G avec des fonctions 3G qui n'existent pas et qui seront impossibles à mettre ensuite plus après mise à jour, pour revendre ensuite une version 3G, notamment les MMS. Ça c'est ridicule que ça y soit pas, étant donné que des téléphones qui avaient plusieurs années avant celui-là en étaient capables. Plein de trucs n'existaient pas, comme le push email, etc. Et puis un autre truc qui fait que, c'est pour ça que je le qualifie pas vraiment comme un téléphone de type smartphone, le tout premier quand il avait pas eu sa mise à jour vers 2.0, il n'y avait pas l'App Store, mais il y avait surtout aucun moyen d'installer des applications, en plus des applications par défaut. Et oui, ce téléphone-là, il était même pas capable d'ajouter des trucs. Donc, c'était pas vraiment un smartphone. C'est donc pas vraiment une révolution dans le domaine des smartphones, mais plutôt dans le domaine des téléphones.
en général, ce qui est tout à son honneur, parce que voilà quoi, c'est une bonne construction dans ce genre-là. Vraiment, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait au niveau de l'interface, et on comprend pourquoi tous les autres systèmes d'exploitation, bien entendu, se sont inspirés de cette progression dans l'interface, toutes ces bonnes idées, etc. C'est tout simplement parce que après avoir vu ça, on se dit bah oui, c'était comme ça qu'il fallait faire, et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Eh bien voilà, là c'est clair et net, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et donc ensuite, là où il y a une vraiment, où l'iPhone a vraiment révolutionné les smartphones, et non pas seulement les téléphones, c'est avec l'iPhone 3G, qui lui avait réellement inventé ce nouveau truc, ce nouveau truc, même si ça a été rétroporté, c'est-à-dire en gros, il suffisait de mettre à jour le 2G, et ça a rajouté cette fonction-là dans la version 2G, c'est l'App Store. Sans l'App Store, ce n'est même pas un smartphone, comme je le disais. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté la fonction MMS, toutes les fonctions 3G, etc. dans l'iPhone 3G, et aussi, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Alors là, des trucs plutôt pas mal, comme par exemple, ils ont ajouté le push email, ce genre de trucs, etc. Tout ce qu'il y avait dans le BlackBerry, en gros, ils l'ont remis à l'intérieur de l'iPhone, parce que tous les gens qui avaient un BlackBerry se moquaient de l'iPhone à cause de ça. Tout simplement parce que il n'y avait aucune notification pour recevoir des emails. Vous voyez, vous avez votre truc dans votre poche, il vibrera pas si vous avez reçu un nouvel email. Parce que on est obligé de l'ouvrir manuellement, relever les emails manuellement, ce genre de truc, avec la toute première version d'iPhone OS. Et ça, les gens qui avaient un BlackBerry, ils étaient comme ça en train de se dire « Ah ouais, ils veulent essayer de nous convaincre de passer à un autre truc, alors qu'ils sont même pas capables de nous dire quand est-ce qu'on a reçu un email. » Et franchement, à l'époque, et même encore aujourd'hui, mais surtout pour les professionnels, ça faisait pas pro comme manque. C'était juste un énorme manque. Un autre truc ridicule, c'était l'appareil photo qui était intégré dans le 2G, et aussi dans le 3G, qui était juste foireux au possible. C'était vraiment un appareil photo complètement ridicule par rapport à la concurrence, et qui faisait même pas vidéo. Il a fallu attendre le 3GS pour que la vidéo apparaisse. Donc c'est-à-dire 2 ans plus tard. Il y a eu vraiment beaucoup de trucs qui manquaient dans l'iPhone, beaucoup de trucs qui faisaient se moquer de ce système. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo où je parlerai de l'historique de iOS, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis aussi de l'historique des iPhones. Mais vous voyez un petit peu l'idée, quoi. C'est vraiment un système qui a bouleversé cet écosystème, et c'est une très bonne chose, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais aussi un autre truc à dire, c'est que là, revenons un petit peu à Android, qui au départ a été commencé à être développé en 2005, et était presque prêt en 2005. Mais il était prêt pour être en compétition avec BlackBerry OS, et ils voulaient des fonctions qui donnent une justification d'avoir Android plutôt que BlackBerry qu'un BlackBerry. Donc ils ont ajouté des fonctions comme par exemple le truc qu'il faut abaisser pour avoir les notifications, ce genre de truc, etc. Et donc ce genre de nouveautés, etc., il fallait ajouter ça, enfin bon, intégrer ça comme il faut. Et ils étaient pratiquement prêts à le sortir juste avant que l'iPhone sorte. Et dès que l'iPhone sort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un truc dégueu, c'est que le BlackBerry OS a été complètement mis au placard au niveau de l'interface. L'interface des nouveaux systèmes était beaucoup mieux. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il s'est passé tout simplement que il a fallu tout refaire tout simplement au niveau de l'interface, au niveau du tactile, etc. Réintégrer le système d'exploitation dans un nouveau système, genre par exemple tactile, etc. Au départ, c'était même pas prévu que ce soit tactile, ce genre de truc. Et ça, c'est bien bête, parce que ça a fait que Android a été retardé de au moins 1 an, un peu après l'iPhone 3G, il me semble que le premier Android est sorti, et là, il ressemblait à quelque chose de différent, quoi. Et donc vous vous dites, oh bah c'est de la copie, etc. Oui, c'est de la copie. Mais il y avait déjà quelques nouveautés, comme je vous l'ai dit, le système de notification, qui justifiait ce nouveau système d'exploitation. Ensuite, à partir de 1.5, il y a eu le clavier intelligent qui commençait à apparaître dans des claviers alternatifs qu'on pouvait avoir sur l'Android Market, ce genre de truc. Ensuite, il y a eu le copier-coller, il y a eu plein de nouveautés qui ont obligé aussi l'iPhone à évoluer. Et ça, ce sera pour une autre vidéo où je vous parlerai de iOS et d'Android et de son évolution, parce que je n'ai plus de temps pour cette vidéo, mais surtout parce que ça va trop alourdir cette vidéo qui est déjà assez longue. Mais surtout, un autre truc, c'est que juste pour terminer, c'est que iOS a progressé grâce à Android, et Android a progressé grâce à iOS. S'il n'y avait que iOS, c'est-à-dire s'il y avait eu que l'iPhone ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
il y aurait même pas le copier-coller dedans, il y a fort à parier, il y aurait peut-être même pas le multitâche, il y aurait pas la barre de notification, enfin le truc, comment ça s'appelle ça déjà, le notification center, ce genre de truc. Enfin, il y aurait beaucoup de trucs en moins dans iOS, et pareil pour Android. Android, si iOS n'avait jamais existé, eh bien, aurait été un système qui ressemble à BlackBerry OS, avec sûrement plein de trucs, mais il n'y aurait pas eu toute l'ergonomie, le système de zoom, etc., le tactile, etc. Ce genre de truc n'aurait certainement jamais existé. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!